2 jours en compagnie de Michael. Sans trop de préparatifs, entre les gouttes, nous fixons un moment ensemble. Il arrive de Lyon avec sa 4 cordes et un synthé. Un musicien converse avec humilité. Two other days before we poisoned with praise. Maybe you shrunk to find him. Rencontre artistique sur la scène des soirées lyonnaises. Guitariste, contrebassiste, batteur, Michael est un instrumentiste excellent dans les projets qui l'accompagnent. Il a alors une nouvelle idée en tête. Speak. Vesperland va naître. Classe verte. Merci pour ce petit. C'est chouette de réécouter ça, ça fait plaisir. Ouais, des petites archives qui traînent et puis qu'on a plaisir à redécouvrir. Ça me fait penser à des morceaux de style qu'on appelle le honky tonk. C'est Mhm. l'espèce de country de la période de la Grande Dépression, je crois. Ouais. Où il y a ce côté un peu saloon, ce côté un peu désespéré parfois. Ouais. Ouais, exactement. Ouais. La classe verte, c'est l'endroit où on fait toutes ces premières conneries. Rencontre. Classe verte. Toi et moi, on s'est rencontrés à Lyon en 2008, quelque chose comme ça, je pense. Ouais, je pense. C'était vraiment au tout début de la collaboration avec Sombre, avec Marc. Oui, c'est ça. Tu étais en réflexion sur un projet personnel que tu voulais commencer à construire. Ce projet que tu voulais orienter autour de texte, déjà, t'en parlais, et en sachant que ta problématique, c'était le rapport à la voix. Ouais. Est-ce que c'était quelque chose d'un peu nouveau pour toi à l'époque C'est vrai. J'étais plutôt musicien accompagnateur, je pense, à ce moment-là. Enfin, je me voyais plutôt un peu comme ça. Le rapport à l'anglais, c'est quelque chose qui va s'affirmer dans tes choix de musique, dans déjà ta culture personnelle, j'imagine aussi. Oui. En fait, je pense que j'ai beaucoup joué, moi, dans l'univers de la chanson française. Et surtout à cette époque-là, je pense que j'étais vraiment là-dedans à fond. Et c'est un environnement dont j'aimais beaucoup la dimension humaine et les gens que je côtoyais. Et ça m'a semblé être un environnement musical où il y avait une dimension un peu artisanale que j'aimais bien. Mais c'est vrai que dans mon rapport à la musique, quand j'étais ado notamment, et enfant, quoi, j'ai beaucoup écouté de musique anglophone, quoi, de rock, les Beatles, Nirvana, énormément de choses diverses. Mais il y avait toujours ce rapport au chant en anglais qui m'a toujours un peu séduit, qui avait pour moi un espèce de côté à la fois beau et un peu mystérieux aussi. Et c'est vrai que en faisant la démarche d'aller vers le devant de la scène et d'essayer de chanter un peu plus, je pense que j'avais envie d'aller vers cette esthétique-là. Pour des questions un peu d'ordre esthétique, un peu de sonorité et tout ça. C'est ça qui m'a un peu séduit. Et c'est vrai que je me sentais pas du tout l'âme d'écrire, d'être un auteur et d'écrire des textes à cette époque-là, en tout cas. T'as des gens qui sont vraiment centrés sur la guitare et qui vont être plus précis, qui vont être, tu vois, avoir plus de... C'est marrant que tu parles de ça parce que le côté organique, on en parlait beaucoup à l'époque, dans les années 2000, là, entre guillemets. Ouais, on avait un peu ce truc-là en tête. On n'était ni sur la justesse, ni sur le rythme, ni sur je sais plus quoi. Enfin, on s'était fait la blague entre nous à l'époque. Je crois que c'est toi qui l'avais fait d'ailleurs. Mais vous êtes sur quoi finalement? C'est quoi votre truc? Ouais, et il y a cet univers-là un peu d'une musique organique. Enfin, c'était le mot un peu clé à l'époque. Oui. Qui voulait dire. C'est un mot un peu fourre-tout et on voulait dire que
qu'on veut que la musique nous parle en termes de trip, en termes de ressenti émotionnel, en termes de que ça soit beau, mais qu'on veut pas que ça soit que des critères quantifiables objectifs qui décident en fait du résultat, c'est ça. On voulait pas éliminer des choses belles parce que c'est pas pile poil sur le métronome. Après, je pense qu'on a nous-mêmes un peu caricaturé ce truc-là. La manière de faire de la musique enregistrée était beaucoup plus vivante. 4 pistes pour un album qui Ouais, se voilà, vend dans le monde entier. les Beatles en 4 pistes. Cette époque-là, c'est faite la transition d'une musique qu'on enregistre, on enregistre une performance en studio, à une musique qu'on fabrique, vraiment, qu'on fabrique artificiellement en studio. Ce truc de chercher un son organique, c'était un peu une manière aussi d'aller plus vers ce truc de musique live des années 60 qu'on aimait bien, plutôt que vers le truc ultra propre, ultra moderne, ultra gros son du présent dans lequel on était à ce moment-là. Au début, j'avais tendance à juste trouver des chansons que je trouvais super belles et que j'avais envie de chanter parce que je les trouvais belles et un peu mystérieuses. J'ai beaucoup fait des trucs de folk américain, là, genre Bonnie Prince Billy, tu vois, Big Chestnut, ce genre de trucs que j'adore en fait, parce que juste je trouve que c'est des trop belles chansons et que j'avais envie de m'approprier un peu la beauté de ces trucs-là, mais d'en saisir un peu. c'est aussi difficile, c'est des interprètes extraordinaires, quoi. Du coup, ils font des versions qui sont à tomber par terre, mais c'est des chansons parfois simples, d'un point de vue du contenu, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'accords. Et donc, très rapidement, ça pose de bonnes questions de l'interprétation, de comment tu places par rapport à tout, quoi. Mais c'est vrai que eux, c'est des gens, si je prends ces deux artistes-là, c'est des gens qui vont chanter parfois un peu faux, tu sais. Pour rejoindre la discussion sur l'organique de tout à l'heure, ils sont pas toujours techniquement parfaits, mais par contre, c'est tout le temps très beau. Si t'écoutes les albums, il n'y a pas un moment où tu peux te dire ça c'est moyen, tu vois. Enfin, en fait, c'est toujours stratosphérique. Une bonne version Jean-Michel à peu près, hein. J'ai eu un espèce de coup de cœur dans une librairie à Lyon, là, place Bellecour, une librairie anglophone, quoi. Sur un petit volume de William Blake, où ça m'a semblé connecter des points en fait entre plein de choses. La musique que je faisais tout seul chez moi le soir dans mon petit appart, et des textes qui me semblaient où il y avait des belles images très simples et en même temps qui avaient ce côté un peu mystérieux aussi qui me plaisait bien, quoi. Once dream did wave a shade on my angel guarded bed, that an email lost its way, where on grass beneath I lay. Trouble. Et Marc notamment, ça a été quelqu'un qui m'a pas mal aidé, notamment sur le premier disque, qui est donc sorti en 2011 sur les textes de William Blake, où il y a une équipe là de 3 copains qui m'ont beaucoup aidé là-dessus, en fait. Je peux les citer, il y a Anatole Butin, Maxime Milan, qui était un musicien avec qui je jouais un peu, on avait plus ou moins un groupe de rock à l'époque, et Marc, en fait, qui était un peu là, pour moi c'était un peu je voulais un peu avoir un regard extérieur, quelqu'un de confiance et tout ça. J'avais déjà pas mal discuté de ça avec lui, je pense. Et du coup, ça s'est enregistré en très peu de temps, en quelques jours, même pas. Enfin, on a eu genre une soirée le lendemain et le surlendemain pour ranger, quoi. On était ensemble la plupart du temps, quoi. Ça s'est fait très vite. Après, le deuxième, celui sur les textes d'Emily Dickinson, c'était beaucoup plus dans la durée. J'ai fait une très grande partie des bases rythmiques avec un ingé son qui s'appelle Gérard Lavigne, qui m'a filé un énorme coup de main là-dessus. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Donc
pareil, c'est un album qui a des défauts, mais dont je suis vraiment content quand je le réécoute pas tout le temps, mais j'ai assez en tête la sonorité qu'il a et je suis vraiment, je trouve que c'est une étape qui pour moi était assez importante. Donc il est sorti en 2015 celui-là. Et je me souviens de la sortie aussi, c'était un chouette moment, il y avait plein d'invités. Oui, effectivement, je me souviens du lancement, je crois. Enfin, À la boîte à gants, là. Ouais, exactement. Ouais. On y a rejoué il n'y a pas très longtemps, et Ah c'était oui. très très émouvant d'y retourner, de refaire une sortie d'album là-bas. For fun at you. Partir en classe verte à seulement quelques kilomètres de chez soi, c'est possible. Classe verte. Woman, when I've raised hell, you're gonna know it. There won't be a shadow of doubt in your bright little mind. Il y a un artiste aussi, moi, qui m'a marqué pas mal à l'époque. Alors, c'est un peu plus récent, du coup. Hein, c'était un artiste vivant pour une fois, parce que c'est vrai qu'on écoutait beaucoup d'artistes morts. C'était le fameux Josh Pearson. Donc, Josh Pearson, je me rappelle très bien qu'on avait vu en concert à Ground Zero. Je me souviens tout à fait que tu étais au concert et on se connaissait pas trop d'ailleurs à l'époque. Ouais, Mais c'est je vrai. me souviens de toi parlant de lui devant la salle à l'extérieur, là, et évoquant le premier album grandiose et espèce d'épopée christique. Woman, when I've raised hell, there won't be a star left untouched in your sky. When my lightning crashes across that night. C'était un petit choc. Ouais, c'est T'es vrai. venu à Lyon à l'époque. Bah, je pense que c'est un artiste rare en fait. On voyait pas beaucoup d'artistes de ce genre-là. En tout cas, pour le décrire un peu, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque, en tout cas, il avait un look un peu de très très longue barbe, cheveux très longs, un mec assez fin, un peu dandy, mais quand même du Texas, quoi. Et il jouait donc de la guitare acoustique, des chansons très très lentes, avec énormément de reverb. Et du coup, ça revêtait un espèce de d'aura un peu mystique, de mec un peu gourou, quoi. Mais il y avait un truc en même temps assez simple. Enfin, ça paraissait pas prétentieux à la fois. Enfin, je sais pas comment dire, il y a quelque chose de, une forme de simplicité en même temps c'était assez touchant. Et je pense que c'est quelqu'un qui avait un peu ce talent d'arriver à imposer une forme d'écoute, un charisme en fait, qui fait que il faisait sa musique qui est hyper lente, hyper calme, hyper douce. Pas un bruit dans la salle. Et pas un bruit dans la salle, tout le monde est obligé d'être scotché, d'écouter. Alors que tu sentais bien qu'ils sortaient du camion, qu'ils avaient galéré pour arriver jusque-là. En retard d'ailleurs, ce jour-là. Ouais, enfin en tout cas, les conditions matérielles n'étaient pas forcément propices, quoi. Which is better for worse, living with me or living with all of my gold. C'est vrai que moi, ça m'a marqué ce concert. Je Ouais. me souviens, je me suis dit quelle force artistique d'arriver à. Moi, c'était à un faire peu, ça, c'était un peu des retrouvailles entre guillemets. Bon, je l'avais croisé en 2007. J'avais fait l'affiche d'un festival à Millefeuille à Saint-Ouen. C'est comme ça que je l'avais découvert à l'époque, Ok. complètement par hasard. Et on sentait déjà un peu la jeunesse du truc. Il n'était pas aussi radical, pas Ouais. du tout abouti dans sa démarche artistique, mais je pense qu'il était sur le chemin, quoi. On sentait l'évolution, on sentait l'album qu'il avait réussi à mettre en forme entre-temps, avec un label, etc. Enfin, de manière assez costaud. Donc il était dans une tournée à cette époque-là, ouais. Ce que j'ai trouvé fort, c'est la compréhension de la dimension de spectacle qu'il y a dans son travail. Et je l'ai compris après en voyant l'évolution de sa Exactement. carrière, qui m'a peut-être un peu moins parlé artistiquement, mais où j'ai compris tout de suite qu'il y avait un truc très abouti de cette dimension de mise en scène, en fait, enfin, de personnage et qui va être très perceptible pendant le concert, mais où tout tourne autour de ça. En fait, et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de beaucoup de recul là-dessus. Enfin, en tout cas, un recul que moi j'ai jamais trop eu, où j'ai mis peut-être beaucoup plus de temps à comprendre et à acquérir, quoi. Il y aurait peut-être une petite surprise pendant son set.
Ça va faire un peu de bruit. C'est comme s'il faisait un spectacle de théâtre où il met en scène un personnage, espèce de dandy un peu christique du Texas qui fait de la country dépressive. Mais c'est tellement bien fait, c'est tellement poussé à l'extrême. L'album est beau. Et c'est super bien fait. Et en fait, au final, si ce truc-là fonctionne, si en tant que spectateur, tu reçois quelque chose qui te touche, moi je me suis dit, si ce mec-là, c'est pas le gourou mystique qui prétend être dans la vie, enfin, en fait, peu importe, c'est pas grave, c'est beau, ça marche, en fait. Oui, je pense qu'il y a eu un choc quand on a vu déjà la pause ensuite, la longue pause de quelques années, le désert, dans tous les sens du terme, parce que je pense qu'il est retourné après aux États-Unis. Il revient avec un album un peu différent, enfin complètement différent. Hang my reputation out to dry, I don't care at all. Hand in my deadly weapons from the warpath my life's been on. Make me your target practice, shoot me up. L'album suivant, c'est celui sur les textes de William Butler Yeats. Et en fait, ça a été un peu un travail différent. L'étape que j'avais envie de franchir, en fait, c'était vraiment de tout faire de A à Z. Je voulais quand même qu'il y ait des invités, des musiciens invités, mais j'avais vraiment envie d'enregistrer moi, le truc de produire moi-même. Enfin, c'est un peu mon petit plaisir de faire des disques comme ça, de un côté un peu Lego, où je m'aventure là-dedans, et c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, peut-être plus que ce que prendraient des gens qui vont aller dans un studio et avec un groupe et enregistrer, puis c'est fait, quoi. Sally Gardens, my love and I did meet. She passed the Sally Gardens with little snow white feet. She bid me take love easy as the leaves grow on the tree. But I, being young and foolish, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de jouer avec un chanteur de folk qui s'appelle, son nom de scène c'est Paloma. C'est bien que tu en parles parce que c'était un des points de départ de cet entretien. C'est un des étapes du cheminement vers la musique américaine. Il y a des artistes américains que j'aimais beaucoup, tu vois, avec Marc par exemple, on a toujours bien aimé Johnny Cash et tu vois, ce genre de personnage. J'étais sensible à cet univers-là moi depuis longtemps. Paloma, en fait, je le connaissais de manière complètement accidentelle. C'est quand j'ai découvert son travail d'artiste folk, là, j'ai trouvé ça vraiment hyper bien tout de suite. Enfin, je me suis dit, waouh, il y a un truc au-dessus du lot, lui. Enfin, il m'a proposé de jouer de la basse avec lui. Contrebasse ? Ouais, de la contrebasse, ouais. Et donc, j'étais hyper content. Donc, c'est quelqu'un qui a une culture musicale énorme, quoi. Il y avait une épure, je me souviens de ce concert, vous étiez que deux, il y avait contrebasse, guitare, je crois que c'était la fameuse harmonie, il faut une guitare vintage américaine. Là, ouais. Ça sonnait trop bien, quoi. Bah après lui, il a vraiment un truc, des compos incroyables, il a un timbre vocal, et puis il a une espèce de métamorphose quand il est sur scène. Il a une espèce d'aura qui est différente de celle qu'il peut avoir dans la vie de tous les jours. 2015, Michael accepte de nous rejoindre, Claude et moi, pour une session autour du titre Prague, composé quelques mois auparavant, fiévreux, dans un hôtel de la ville.
Covid. Confinement. Coup de fil. Michael me propose de réaliser l'artwork de Remix. Joie. L'envie d'aller seul au sommet gelé du Ventoux à 1900 mètres. Faire des images, savourer, emprunter un peu de sublime aux géants de Provence. Pygmy seraph gone astray, velvet people from Fafay, bell from some lost summer day, bees exclusive cattery. Paris could not lay the fold, build that down with emerald. Venice could not show a check. Il y a eu aussi l'album de Remix. Tu peux en Ouais. parler un peu Ça me trottait dans la tête cette idée de faire des remixes électroniques depuis longtemps et je me suis dit que c'était peut-être le moment était venu pour ça. Et c'est aussi un cadeau que je me suis fait en me disant j'ai envie de faire de la musique avec des gens sur un one-shot ponctuel, des gens avec qui j'ai envie de collaborer, quoi. Donc j'avais toute une liste dans la tête. I'd rather wear grace than in hell. Je pense que c'est représentatif du travail où j'en étais à ce moment-là et de l'envie que j'avais de chercher un peu dans des nouvelles directions. Et Oui, j'ai l'impression que ça marque un peu un seuil après la série d'albums Vesperland déjà, que tu avais fait en une dizaine d'années finalement, c'est ça? ouais, c'est ça. Royalty enough for me to subdue the bumblebee. Royalty enough for me to subdue the bumblebee. Trajectoire. Caprice de drone. À l'échelle des grands espaces, mémorable sensation. Un peu plus tard, en 2021, Michael m'invite à réaliser l'artwork du nouvel album Exit. J'ai pris conscience que une des choses qui me faisait choisir les auteurs, c'est le personnage lui-même de l'auteur, en fait. Ouais. Sa vie, ouais. Sa vie, ouais, son rapport aux autres. They are all gone away. The house is shut and still. There is nothing more to say. Emily Dickinson, pour moi, donc c'est une autrice américaine que j'ai mis en musique dans mon deuxième album. C'est quelqu'un qui a une vie assez solitaire, justement, assez recluse, et qui a un univers personnel très riche. C'est un destin un peu à la Van Gogh, par exemple, pour citer, pour la comparer à quelqu'un que tout le monde connaisse, on va dire. Enfin, Oui. et c'est quelqu'un qui était très incomprise, je pense, dans son travail artistique. Et ça m'a beaucoup touché, ça. Et je pense que, ayant conscience de sa vie et de son parcours, et
ça donne un relief à son œuvre, justement. Je trouve qu'on Ouais. le reçoit pas de la même manière, tu vois. Enfin, Oui. To speak to them, good or evil, there is nothing more to say. Why is it that we stray around the sunken? La manière d'interpréter ces textes, en fait, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment bien, quoi. Dans ah bah, le- merci beaucoup. Il y a une sauce qui prend, quoi, dans ces poèmes-là qui sont à la base une page blanche. Voilà, enfin, il y a quelque chose de musical qui prend forme, quoi. Avec parfois des structures assez simples, entre guillemets, enfin assez Ouais, peut-être ouais. traditionnelles, avec le refrain, le couplet, etc. Ce découpage-là des textes, il paraît complètement fluide, quoi. Ça paraît assez dingue parfois. On se demande, les textes à l'origine, ça reste un bloc, tu vois ce que je veux dire? Comment tu arrives à faire ce découpage-là, le motif, refrain? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà prédominant dans le texte ou c'est toi qui en fais un refrain? Comment tu choisis un peu Je ce pense que découpage? c'est un peu la difficulté de choisir les Ouais. textes. Et c'est vrai que dans le fonctionnement que j'ai eu, j'ai souvent essayé de choisir un corpus de textes, tu vois. Et donc l'avantage des auteurs que j'ai choisis, c'est que maintenant c'est très documenté. Oui. Tu vas trouver non seulement les textes disponibles, quoi, très facilement, Hmm. et en plus de ça, tu vas trouver aussi des gens qui en parlent, quoi. Ouais. Tu sais, il y a des articles dessus, du travail un peu universitaire. En tout cas, surtout dans les débuts, ça a été vraiment un critère de choix déterminant, quoi. Ouais. C'est-à-dire que La musicalité. en fait, je parcourais les textes des auteurs, hmm. et en fait, j'avais un peu un œil sur la forme, en fait, en me Ouais. disant est-ce que Potentiel. je vais pouvoir en faire une chanson? Et Ouais. par exemple, William Blake, il a écrit des trucs, c'est des énormes pavés, c'est des textes très beaux, en fait, mais tu peux pas en faire une chanson. Enfin, en tout cas, c'est très dur. Ou alors tu fais un opéra d'un truc de 3 heures, tu vois. Quand j'ai commencé, je faisais vraiment des morceaux très très lents, là. Donc William Blake, il a aussi des poèmes très courts. Et donc c'est bien parce que quand tu fais un morceau très lent, en fait, t'as pas besoin de beaucoup de texte. Et c'est cool d'avoir ce côté un peu hymne, tu sais, où chaque mot va avoir vraiment un poids. Oui. Et puis par la suite, quand j'ai un peu compris que j'avais besoin de faire aussi des morceaux un peu plus rapides et où ça déroule un peu plus, Plus dense, ouais. bah, j'ai pu aller chercher des textes un peu plus longs, tu vois, Mhm. selon les auteurs, quoi. Mais c'est vrai que ça me touche que tu dis ça, parce que c'est le fruit d'un travail et d'une réflexion. Je sais que ce que moi je vais mettre comme intention musicale, bah, ça m'appartient, puis ça va être ma lecture du texte, ce que j'en comprends. Et il y a toujours un peu le risque, tu sais, de passer un peu à côté. Je me suis toujours un peu dit que je risquais parfois de passer un peu à côté tu sais, de l'auteur et tout, de ce qu'il voulait dire, machin. Du coup, je me suis un peu imposé des contraintes, c'est de respecter l'intégralité des textes, quoi. Et de pas faire d'édition, tu vois, de pas trop changer. Il y en a peut-être un ou deux où je me suis autorisé à répéter une phrase, tu vois. And he was always human when he told. But still he fluttered pulses when he said good morning, and later when he walked. Parce que le fait de le lire, je pense qu'on ressent aussi déjà Ouais. une structure, on ressent quelque chose, quoi. En fait, c'est vrai que, par exemple, j'ai pris pas mal de liberté avec la prosodie. Donc pour expliquer la prosodie, c'est donc dans la poésie francophone, on va compter les syllabes. Ouais. Tu vas avoir des octosyllabes, des alexandrins, des décasyllabes. Enfin,
Et il y a un peu des règles comme ça, mais dans la littérature anglaise, dans la poésie anglaise en fait, surtout dans la poésie un peu ancienne, quoi, il y a un truc de syllabes longues et courtes, quoi. Et donc ça implique que tu as une manière de les prononcer qui est particulière, un peu comme en latin ou en grec. C'est accentué, non accentué. Oui, Enfin, c'est ça, il y a des accents. voilà, c'est ça. Comment dire, j'ai choisi un peu de faire abstraction de ça pour être un peu dans une esthétique plus de folk actuelle, quoi, tu vois. Ouais. Ce truc de prosodie, je sais que je me suis dit, bon, tant pis, ça sera dans une prochaine vie, peut-être, ou je sais pas, enfin... So home worked and waited for the light, and went without the meat and cursed the bread. And red shirt curry one calm summer night, went home and put a bullet through his head. Est-ce que tu as un conseil pour un musicien malheureux ou qui est en sensation de malheur? Ouais, j'aurais sûrement des choses à dire, mais je sais pas si je suis quelqu'un de légitime pour prodiguer des conseils comme ça, mais bon, si c'est apprendre plus comme une sorte de jeu intellectuel et de réflexion philosophique un peu, on va dire, je pense qu'il faut arriver à mettre une distance avec l'enjeu qu'on met dans la musique, quoi. Et je dis pas que moi j'arrive à le faire, hein, mais je dis que c'est un objectif, une sorte de vœu pieux, tu vois. C'est complexe parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on peut être malheureux en musique, tu vois. Enfin, tu fais une certaine musique et t'as le sentiment que cette musique elle est pas reconnue à sa juste valeur, par exemple. C'est des choses que je vois très souvent dans les musiciens que je côtoie, tu vois. Et c'est tentant de voir ça comme une forme d'injustice un peu. Dans ma vie, moi, j'ai ressenti ça, par exemple, ça m'est déjà arrivé de ressentir ça, et je pense qu'il y a des expériences qui m'ont un peu fait relativiser ça. Ouais. Notamment, à un moment donné, j'ai fait une tournée des Alliances françaises en Algérie, là. C'est des gens pleins de hyper généreux, plein d'envie, machin, hyper contents, mais qui vivent dans un pays où c'est pas facile de faire de la musique. Enfin, il n'y a pas autant de structures qu'il y a ici, il n'y a pas de salle de concert autant qu'il y a ici. Ouais. Il y a une musique traditionnelle qui existe, quoi, mais qui est pas forcément la musique que les jeunes ont envie de jouer. Ouais. Et t'as plein de jeunes qui ont envie de faire du rap ou des trucs comme ça, tu vois, et il n'y a pas d'MJC, il n'y a rien, quoi. La musique, ce qu'elle doit nous amener, c'est une connexion avec les autres, quoi. Je pense qu'au fond, on a envie de partager une émotion avec des gens, quoi. Et ça peut être un auteur avec le public, ça peut être un musicien qui joue de la basse avec les potes de son groupe. J'ai l'impression que le conseil, c'est un peu de chercher ça, quoi. De chercher ce truc, qu'est-ce que je peux musicalement partager avec les gens maintenant, dans le concret, tout de suite. Ouais. Et même si c'est en tant qu'auditeur, juste de triper avec les gens avec qui tu côtoies en disant j'adore ce morceau-là, il est super. Un des trucs que j'ai remarqué, c'est que, par exemple, dans les gens que je côtoie, il y a beaucoup de gens qui vont pas forcément chercher à écouter de la belle musique, en fait. Enfin, ils vont écouter de la musique de manière fonctionnelle, par exemple, une musique pour faire la fête, elle va devoir avoir certains critères. Elle peut être un peu ridicule, mais du moment que ça marche, t'es content. Ouais. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui vont écouter de la musique avec un espèce de regard un peu moqueur, parfois, tu sais, en disant, je sais pas, par exemple... tu vas prendre un artiste pas ouf et tu vas regarder, regarde la chanson, c'est... Enfin, je vais pas trop donner d'exemples, mais je pense qu'on a tous les deux des exemples en tête de ça, tu vois. Et puis on a dû le faire aussi nous-mêmes. Oui, bien sûr. Et en fait, maintenant, avec le recul, je me dis, il y a suffisamment de bonne musique qui mérite d'être écoutée pour se focaliser là-dessus, en fait, et pas écouter de la musique d'une manière un peu... second degré. Ouais, à la con, quoi. En fait...
si tu veux écouter de la musique pour faire la teuf, essaie de trouver la meilleure musique pour faire la teuf possible Ouais, t'as raison. et trouver une musique qui soit intéressante. Et il y en a, ouais. Et il y en a en fait, il y en a plein quoi. Et c'est juste que en fait on n'a pas tant de temps que ça pour faire ça quoi dans la vie. Et on passe à côté de trop de trucs cool quoi. C'est précieux de ce rapport là qu'on a avec cette matière quoi. If you love somebody enough, you'll go wherever they go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. If you love somebody enough, you will go where your heart wants to go. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I know if you've seen her, you will tell me, 'cause you are my friend. I've gotta find her to find out what trouble she's in. If I find out that she's not here, I'll follow the trail of her tears. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. When she got mad, she used to say that she would come back to Memphis someday. And that's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. Slept for 3 days and nights. That's how I got to Memphis. That's how I got to Memphis. I've got to find her to tell her that I love her so. I will never rest till I find out why she had to go. Thank you for your precious time. Forgive me if I start to cry. That's how I got to Memphis. 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 Un ami qui bosse en région nantaise, là, qui était programmateur là-bas, il croise un type qui fait partie d'une boîte de formation nantaise, en fait. Ces gens-là organisent une formation sur la musique américaine à Tucson, en Arizona. Tucson, on doit dire. Ouais. Tucson. Je dis à la française encore, c'est la honte. Comment tu dis française ? Tucson. Donc bon, tous les étoiles se sont alignées, quoi. Ouais. Et donc, je suis parti faire ce voyage. Vraiment une expérience extraordinaire quoi, pour moi. Enfin, il y avait 13 musiciens, plus 3 organisateurs. Que ça soit sur la musique, sur le vécu, sur la vie, tout ça. Enfin, il n'y a pas une de ces personnes où je me suis dit quelle personne ennuyeuse, tu vois. En fait, Tu m'as raconté l'anecdote là, hier soir d'une performance sonore, musicale. Oui, c'est ça. Assez intéressante. J'aimerais bien que tu nous expliques. Je peux en dire quelques mots. Donc, c'est avec un saxophoniste qui s'appelle Jeff Grubich. J'espère de bien prononcer son nom.
Lui, il a beaucoup voyagé, il fait beaucoup de... Je pense qu'il est à la frontière de l'art contemporain et de la musique. En fait, il fait plein de projets un peu fous, quoi. Il a bossé pas mal avec l'IRCAM en France, je crois. Donc, il fait des installations, des trucs. Et donc là, sa proposition, en fait, c'est un projet qui s'appelle Ab Nauseam. Donc on joue dans un endroit, donc là en l'occurrence c'était un espèce de petit café-concert comme il y en a beaucoup là-bas, mais qui est assez chouette parce que c'est dans une ancienne chapelle et c'est un endroit assez beau, quoi. Et donc il y a plein d'instruments à disposition sur scène, des claviers, des guitares, des basses, pas de batterie mais il y a des percus, ouais, voilà. L'idée c'est que on joue pendant plusieurs heures. Il n'y a qu'un seul accord, quoi, c'est ça. Oui. C'est un seul accord. Oui, ça crée des motifs. Il y a cette idée un peu de cycle, de trucs répétitifs. Il nous a fait tout un speech sur les énergies, machin, du cosmos et tout. Enfin bon, bref, c'était assez marrant. Alors moi, j'étais plutôt sceptique. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de jouer pendant 3h30 la même note, mais c'est plutôt de se dire, tu peux prendre un instrument, jouer, faire un truc très simple, essayer de te fondre dans l'ensemble, quoi. Si t'as envie de faire évoluer le truc, tu le fais. Et puis quand t'es fatigué, quand t'en as marre, quand tu penses que t'as assez joué, tu laisses la place à quelqu'un d'autre et soit tu changes d'instrument, soit tu vas juste écouter. Ça fait une espèce de truc ambiant, quoi. En fait, il y a plein de détails qui vont évoluer tout le temps, qui vont changer tout le temps, quoi. Donc ça fait une espèce de patchwork. Ça glisse doucement. Et en fait, c'est super intéressant à regarder. Tu peux observer ce que joue chaque personne. Il se passe plein de choses, quoi. C'est riche, en fait. Et c'est assez prenant. En fait, il y a un côté cyclique qui fait que d'un moment tu rentres dans un truc un peu de transe, quoi. En tout cas ça met en jeu quelque chose de cet ordre-là, qui va se manifester différemment. T'as des gens qui sont hermétiques à ça, puis t'en as d'autres qui vont très facilement tout de suite être complètement en train de se balancer avec les yeux fermés dans le vide Moi, c'est une expérience que j'avais pas du tout prévu de faire, tu vois, et que j'aurais peut-être pas l'occasion de refaire dans ma vie encore, tu vois. Du coup, au final, j'étais enchanté de faire ça. Là, j'étais plutôt sceptique. Je me disais, oh là là, ce truc, ça va être un mauvais moment à passer, quoi. Et ça va être long, ça va être chiant et tout. Et en fait, pas du tout. I dreamed you were riding a train to a stereo. I dreamed that you swallow a pill called euphoria. A plate full of promise, a spoon full of fun, a thimble of drowsy, a face full of charm. C'est pas mal ça. Il y a la question des chœurs à voir. Mais... Ouais. Ça enregistre toujours là ? Ouais. On peut l'arrêter peut-être ? Je suis un maniaque de l'enregistrement, mais j'ai toujours peur de m'entendre. Encore aujourd'hui. Tu vois le petit clin d'œil. En fait, c'était devenu un mime un peu ce truc-là. Ouais. Le fait de pas supporter sa voix entre les prises. C'est chouette le morceau Knife from Bavaria, c'est ça, Knives of Bavaria, je sais, de Biplan. Classe verte. J'ai beau le savoir, en fait, je fais quand même les blagues. Je pense que ça a une fonction d'évacuer un stress. En fait, je pense que tout ce qui est du domaine récréatif, tant que c'est pas envahissant, en fait, c'est précieux dans le travail. Ça amène de la légèreté et de la détente un peu. Et tant que c'est dans le respect aussi. Enfin, je me souviens d'anecdotes de techos ou de musiciens qui s'insultent, qui se traitent de tous les noms entre les prises et tout. Ouais. Je me souviens, je sais plus qui m'a raconté ça, mais que il y a des moments, il faut aussi se respecter, quoi. Ouais, ça c'est important. Garder la ligne. En fait, souvent, c'est sur le ton de la blague. Ouais, c'est ça. Mais ça peut être, des réflexions un peu sur le travail, genre... quelqu'un qui va te dire, on fait la même, mais en place. Ouais, c'est ça. Allez, on fait la même, mais si tu peux chanter juste cette fois, ce serait bien. C'est pas marrant, en fait. C'est genre, le travail, c'est sérieux, en fait, et on fait de son mieux. Des fois, c'est pas parfait, mais il faut arriver à le formuler d'une manière... Est-ce que je vais arriver à sortir cette tranche de jambon ? Je ne sais pas. Sans faire de carnage. Chaque fois que je prononce le mot carnage, je pense à l'album de Nick Cave maintenant. Là, j'ai arrivé à sortir cette tranche de jambon sans faire un album de Nick Cave. Tu l'avais vu en concert, non, quand il était passé là? C'est un très très bon concert, vraiment. Il arrive sur scène, il a ses mocassins cirés à talonnettes. Il a un espèce de costume sur mesure, mais avec colpe et la tarte et
Pattes d'éléphant. Mm. C'est pareil en termes de direction artistique. Bon, de toute façon, il a toujours été trop fort, mais Oui. c'est tellement un truc hors du temps et à contre-courant, tu sais, de... Ouais. En fait, ça le met dans un truc très, 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 très affirmé, quoi. Super fort, tu sais, c'est la classe, quoi. Ouais. Ouais, c'est devenu le patron, là, j'ai l'impression. Ouais. Il y a Nick Cave et les autres, quoi. Ouais. Avec justement Warren Ellis. Il y avait une vidéo que je regardais en boucle à une époque, à l'époque de Dominique Plan, etc. Avec le trio qu'ils avaient, comment ça s'appelait à l'époque, Dirty Free. Mm. Ils font une version d'un titre d'album de Dirty Free dans une chambre d'hôtel. Ça m'avait scotché ce truc-là. Je voulais évoquer un peu les musiciens qui t'accompagnent actuellement. Maurizio Cavaro, qui est un batteur. Super batteur, ouais. C'était vraiment une belle rencontre assez récente, quoi. Il se trouve que je l'avais déjà vu faire un solo de batterie, en fait, dans un truc de musique improvisée il y a longtemps, et ça m'avait déjà marqué à l'époque. Mais... Il vient du jazz un peu, non, peut-être ou pas? Il vient du jazz, en fait, il a été sideman de jazz dans la scène romaine pendant des années, quoi. Ah ok, bon, ça me surprend qu'à moitié, parce qu'il a une finesse de jeu incroyable. Ouais, il a un truc très tactile, très instinctif. Mais c'est quelqu'un qui est assez discret, en fait. Ouais. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va se mettre en avant, il a une forme de discrétion et de... Ouais, exactement, ouais. En fait, je pense que pendant longtemps, moi, quand j'étais accompagnateur dans la scène chanson, j'essayais vraiment d'aller chercher un truc de très bas niveau sonore et d'être vraiment... C'est exactement ça, c'est ce qui définit un peu son jeu, c'est la richesse de son bas volume. Voilà. En fait, de gérer l'énergie le mieux possible pour pouvoir être capable de jouer dans des conditions où il n'y a pas beaucoup de son, ou de jouer à très bas volume sans que la batterie soit envahissante. Ouais. Donc l'autre musicien avec qui on joue, c'est Paco Girard. Et lui, c'est vraiment plus un compagnon de route de longue date, quoi. C'est vraiment... c'est le musicien, un des premiers personnes avec qui j'ai joué de la musique, je pense. Et du coup, on s'est jamais trop quitté musicalement, quoi. À la base, donc... Basse électrique, il joue aussi de la contrebasse. Ouais. Mais c'est vrai que dans le groupe, pour plein de raisons, j'ai toujours un peu préféré la basse électrique. Ouais. Le son est plus compact, on va dire. Et je trouve que Maurizio, il a un jeu un peu résonnant, machin. Et en fait, ça marche. Je trouve que ça marche bien avec le jeu de Maurizio. Ouais. Et il y a des questions un peu d'ordre pratique où ça prend moins de place, c'est plus facile à sonoriser, c'est plus facile sur plein de trucs. Mais aussi, moi, j'aime vraiment bien le son de l'instrument, le texture de l'attaque de la basse électrique. Merci Léo. Merci Léo. Ouais, voilà, merci Léo Fender, c'est vrai.
listen and show a hint of apathy, care, heart, compassion. The mistakes made in a distant past can't be fixed. Scattered words hastily spoken haunts my sleep. Mistakes made in a distant past can't be fixed. Scattered words hastily spoken haunts my sleep. En ce moment, je suis en train d'enregistrer un disque avec des compositions, du coup, avec la même équipe de musiciens. Et je sens que ça va être encore un disque que je vais faire relativement moi-même. C'est ça va être... Ouais, fait maison. C'est ça, fait maison, mais parce que j'aime vraiment bien ça, quoi. Je suis en pleine réflexion sur tous les aspects de comment... en fait, pour rejoindre la discussion qu'on avait au sujet de Josh Person tout à l'heure, comment mettre en scène cet univers-là. Les gens reçoivent quelque chose et que ça a une chance d'exister parmi la scène des artistes. Il y en a beaucoup dans le coin, pour le coup, qui sont assez... que je trouve assez doués, en tout cas intéressants dans leur travail. Des gens comme Raoul Vignal, par exemple, ou Claire Days, tu vois. Il y en a encore plein d'autres, je ne voudrais pas en oublier. Il y a une scène de folk indé qui est intéressante, quoi. Classe verte. L'Amérique est un pot de beurre de cacahuète. Nature, avec ou sans morceaux, sur du pain demi-grillé, sur une boule de glace. J'ai bossé un peu avec une poétesse qui s'appelle Samantha Baranson, qui est argentine d'origine, quoi, mais qui vit à Lyon depuis longtemps. J'ai fait une créa sur un de ses textes où j'étais contrebasse tout seul, quoi. J'avais pas trop fait de trucs comme ça et ça m'a donné l'occasion de me questionner justement sur ce truc du texte. Et j'ai bien aimé le côté d'avoir un texte continu. Ça te ouvre des espaces en fait pour la musique. Donc tu sors un peu de la structure de chanson, intro, couplet, refrain, machin. The Mob Museum, le musée de la mafia, essaye de nous faire croire qu'il n'y a plus de corruption, de drogue ou de sexe à Las Vegas. C'est la fin de Vito Genovese, Marshall Caifano, Lucky Luciano, Tony Spilotro, Sam Giancana et de tous les autres. Silhouettes tracées à la craie sur le macadam des trottoirs troués de toutes parts par des Smith et Wesson. Je pense qu'à un moment donné, j'ai eu envie de faire plus de production audio, quoi, sur mon ordi et d'explorer un peu toutes les possibilités de cette façon-là de faire de la musique. Du coup, j'ai proposé à Samantha de faire une version podcast d'un de ses textes. J'aime vraiment bien sa façon d'écrire et sa façon de lire aussi. Enfin, elle a une voix, elle a une manière d'interpréter qui est très habitée, que je trouve cool. Et du coup, elle a choisi un texte qui s'appelle Americans Don't Walk, qui raconte la traversée des États-Unis qu'elle a fait. Americans Don't Walk. Elle passe par le sud des États-Unis, alors c'était avant que je parte à Tucson, mais c'est marrant parce que justement elle en parle, elle passe à Tucson. Ah ouais.
Mais bref, c'est bien dans cet univers-là du sud des États-Unis que j'aime bien et tout. Et j'ai fait 3 autres épisodes avec des poètes un peu du même cercle, on va dire. L'écriture est très différente et du coup, musicalement, ça m'a emmené vraiment dans d'autres directions. Ça fait partie des choses que j'aimerais bien prolonger et continuer. Alors nous combattîmes. Voilà les mots qui devaient s'écrire ce soir-là. Glacis impérieux. Fraternel slogan d'homme en miroir usé. Là, s'écrire les mots qui devaient ce soir, voici. Alors nous combattîmes. Perdus sur la houle de ce qu'ils aperçurent comme le dernier îlot de sauvagerie préservé, une virgule, équivalent tous les épithètes. It wasn't a death for hands to help and hold the dead lie down. It was not night for all the bells, but how the tongues for noon. It was not frost for on my flesh. I felt zero cross crow, nor a fire on my marble feet could keep a chance so cool. Tasted like them all the figures I have seen set orderly for burial remind me of mine. As if my life were shaven and fitted to a frame, could not breathe without a key. Voice like midnight sun. When everything that ticked has stopped and space turns all around, or grisly frost, first autumn Mars repeals the beating ground. Like chaos, cool without a chance or spar or even the report of land to justify despair. Merci, Michael. Enregistré les 13 et 14 août 2024 en Auvergne. Prochaine classe verte.